Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, à nouveau une heure de débat autour de l'actualité économique, politique, un petit peu internationale, européenne, même si c'est une Europe qui nous concerne évidemment directement. Puis tiens, mais d'ailleurs on va peut-être démarrer là-dessus, des petites choses en marge qui m'intéressent. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Jérôme Dédéian. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Président, fondateur. Ouais. Cofondateur. Cofondateur, moi je suis de mon partenaire patrimoine. Un mot, on en a beaucoup parlé, donc, mais c'est vrai que j'ai vu ce matin dans les Échos l'étude d'ERES qui est la boîte dont tu restes d'ailleurs. Je suis toujours actionnaire, membre du board. Et qui donc a fait un bilan complet, actionnariat salarié, participation, etc. Ouais. C'est vrai que le chiffre, on t'en parle très très souvent, mais le chiffre est finalement assez impressionnant par sa faiblesse. C'est-à-dire que les Échos avaient titré ça sur les grands progrès. Hein. Tu passes de 4 à 9% des PME, TPE qui ont un système. Des PME, TPE non cotées qui mettent de l'actionnariat salarié, pas de la participation. Ah d'accord, c'est moi qui ai mal. Parce que j'étais surpris par la faiblesse du chiffre. C'est l'actionnariat salarié. Tu sais, tu as le système de partage du profit, participation, intéressement, le flux financier, ça c'est 2/3 des TPE, PME. Hein. Et puis tu as l'actionnariat salarié, je rends mes collaborateurs actionnaires. D'accord. De façon collective. Ah, donc c'est beaucoup tous plus les collaborateurs, de l'ouvrier à l'employé, en passant par le 4sup. Et des non-cotés. Et donc ça a doublé depuis notre dernière étude qu'on avait faite avec BDO d'ailleurs. J'ai pas encore présenté Anne-Sophie. Alors attends, Anne-Sophie Alsif, donc effectivement chef économiste BDO, et Julie de la Sablière, qui est la fondatrice de Little Wing. Donc vas-y. Et donc ça a doublé. Il y a 2 fois plus d'entreprises non cotées qui ont ouvert de façon collective leur capital à leurs collaborateurs et collaboratrices depuis 4 ans, puisque la dernière édition datait d'il y a 4 ans, 4 ou 5 ans. Et ça fait des milliers de boîtes. D'accord. Voilà. Pour te donner une idée, quand on a démarré RS, on faisait 3 opérations d'actionnariat salarié non coté par an. Cette année, l'équipe va en faire une 50aine. Ils sont actionnaires, les salariés de Little Wing Pas encore. Mais ça te trotte dans la tête. Ça t'intéresse? Oui, bien sûr. Ouais, non, c'est bien. Oui, je voulais commencer avec des petits trucs un peu... Alors, en fait, d'abord, je vous avoue, c'est un conseil à vous faire. Brian Chesky, donc le fondateur de Airbnb, il a un compte Twitter et il est super intéressant, son compte Twitter. Il y a tout, hein, quand on a les comptes surtout des gars aussi exposés que ça. Assez souvent, quand même, c'est lénifiant, quoi. C'est de la com corporate dans ce qu'elle a de pire, enfin, à l'américaine, quoi, voilà. Et lui, vraiment, c'est chouette. Et alors, on va voir tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'on a là, si c'est sur le télétravail, mais juste avant de voir celui sur le télétravail, en fait, il a annoncé hier des changements importants pour Airbnb, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il a tweeté le moment que nous vivons là, et donc là j'ai 2 entrepreneurs, donc j'avais envie d'avoir votre avis. Le moment que nous vivons, alors pour lui, est assez comparable à celui de 2008 quand j'ai commencé à fonder Airbnb, dit-il. Beaucoup de compagnies importantes ont pu démarrer dans des bas de cycle. Je crois qu'on dit au son du canon, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que hier, le fondateur de Sorare, je ne sais pas si vous connaissez Sorare, c'est une de nos licornes, qui est dans le domaine des NFT, des NFT pour le sport. C'est un coup de génie, ce truc. C'est les vieilles, pour ceux qui connaissent, les vieilles figurines Panini qui sont maintenant digitalisées. Il arrive à faire des jeux avec ça. Enfin, bref. Et le fondateur de Sorare disait exactement la même chose, mais lui, c'était 2018. Et donc, oui, on est fort quand on fonde des boîtes dans des moments... Ça m'intéresse parce que comme Bismart a démarré au lendemain du premier confinement, si tu veux, oui, on est fort quand on fonde des boîtes comme ça dans un creux... C'est ce qu'on me dit souvent. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai créé mon entreprise, que c'était très bien de se lancer justement dans un bas de cycle. Toi aussi, tu étais dans un bas de cycle, Julie? J'étais 2010. C'était pas fun, ouais. Donc, c'était pas... Voilà. Ouais. Mais oui, je pense que c'est effectivement des moments où les lignes bougent et du coup, on peut aller plus vite. Et il faut surtout pas se désespérer, en tout cas, de se dire c'est pas le moment, parce qu'en fait, je pense que c'est un bon moment. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, quand on entreprend, il ne faut pas faire de market timing. Tu y vas au moment où tu peux y aller. Et donc, ce que tu vas rencontrer, c'est un bon cycle ou un mauvais cycle. Mais de toute façon, tu ne serais pas entrepreneur si tu n'étais pas avec ton équipe souple sur tes pattes de derrière pour t'ajuster à ce que tu vas rencontrer. Nous, quand on a monté RS, fin 2005. Donc, le temps qu'on monte la plateforme, on accueille nos premiers fonds d'épargne début 2007. Mais c'était
c'était le bonheur, c'était la croissance bien sûr. absolue. Entre janvier 2007 et le 30 juin, l'été 2007, on était très très contents. Oui, voilà. Après, on s'est pris les mannes. Voilà. Et évidemment, tu te le prends dans la figure, mais en fait, on a eu une chance incroyable. Alors, il faut du bol quand tu es entrepreneur. C'est que ça nous a frappé, évidemment, en réduisant nos encours, puisque les marchés ont fait baisser les encours d'épargne qu'on gérait. Mais on était tout petit à l'époque. Donc finalement, en cash out, ça ne changeait pas grand-chose par rapport aux investissements qu'on était en train de consentir, puisqu'on ne gagnait pas encore d'argent. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme on avait trié nos solutions de gestion de façon un peu pointue, toutes les boîtes qui se sont plantées, tu sais, tous les fonds monétaires qui avaient des trucs illiquides, etc., nous, on n'en avait pas. Et donc, quand il y en a dans des grandes banques, mais c'est et que tu bien. n'en as pas chez toi, quand tu vas voir les clients, après, et que tu leur dis voilà ce qui s'est passé chez ceux qui étaient chez gros machin, gros truc, et voilà ce qui s'est passé chez nous, ça accélère un peu ton développement. Et il y a peut-être quelque chose aussi, Anne-Sophie, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus ou... Créer sa boîte quand on est en bas de... Au son du canon, tu sais. Alors, When blood is on the streets, disent les anglo-saxons. Mais c'est vrai qu'économiquement, ce qu'on voit, surtout sur les petites entreprises, et moi aussi en 2010, j'avais commencé dans un fonds d'investissement qui était plus petit, et c'est souvent qu'en bas de cycle, comme la situation est critique, on se diversifie, on a une plus de diversification, on essaie vraiment d'aller sur des choses qui sont peut-être plus audacieuses, où il y a moins de personnes ou d'acteurs sur le secteur. Très juste. Et donc tu l'as dit sur les positions. Moi je vois en 2010, on était dans un plus petit fonds, et c'est vrai qu'au moment où tout le monde investissait sur les PIGS, sur tous les pays qui avaient des taux qui explosaient, moi je me souviens à l'époque, on disait bon, au lieu d'écouter tous les brokers, nous on vient de se créer, comment on peut faire pour attirer des clients, eh bien il faut essayer d'avoir une autre analyse, plutôt banque centrale. Et du coup je lisais tous les rapports des banquiers centraux régionaux aux États-Unis qui font des choses extraordinaires, si vous avez un peu de temps pour lire, et ça permettait d'avoir des décisions d'investissement qui étaient totalement différentes de ce qu'on avait sur le marché, sur le broker traditionnel. Bon, en effet, d'avoir des capitaux. Non, et puis il doit y avoir peut-être Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, c'est pour dire, mais il faut, comme tu dis, avoir aussi beaucoup de chance. Ouais, c'est ça. Aussi. Ouais. Et il y a peut-être quelque chose aussi d'un petit peu intimidant en reverse, en haut de cycle. Moi, je l'ai entendu d'un certain nombre d'entrepreneurs quand, il y a quelques mois, là, on multipliait les levées de fonds. C'est-à-dire qu'en dessous de 50 millions d'euros, t'en parlais même pas. Enfin, c'était... Ouais. Et il peut y avoir un truc, à l'inverse, un petit peu désespérant de dire « je suis pas dans cette classe-là, je ressemble à rien, je suis nul ». Moi, je suis vacciné là-dessus. La première boîte que j'ai montée, en pleine bulle, je l'ai naufragée magnifiquement. Ça crée une compétence après, tu sais. Et depuis, j'essaye de mettre le chiffre d'affaires avant la levée de fonds. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà. Et donc peut-être que je ferai moins mais alors là, mon gars, qu'un certain nombre d'autres. Non, mais tu vois. Si tu, tu fais pas une chaîne de télé si tu lèves pas des fonds avant d'avoir du chiffre d'affaires. Le modèle économique a besoin de financement, il a du cash out, il faut financer ton modèle économique. Mais tu as manière et manière de le faire. Tu vois, dans l'épargne, typiquement dans les fintech, tu veux, il y en a plein qui ont défilé dans mon bureau pour me demander de l'argent. T'as pas besoin d'un capex énorme. T'as pas besoin de. Enfin, tu vois, ceux qui ont levé 200 millions d'equity et qui gèrent 200 millions d'épargne, ça fait cher l'euro d'épargne géré. Les actionnaires ne reverront jamais leur argent. Donc, tout ça pour revenir sur Chesky et sur donc le côté télétravail, parce que donc il dit les employés d'Airbnb peuvent vivre et travailler n'importe où. Voilà. Et surtout, il dit, vous travaillez n'importe où, vous garderez le même salaire. Alors, c'est pas tout à fait n'importe où d'ailleurs, parce qu'il précise à un moment un peu plus bas, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est 70 ou 80 pays. Je sais pas, c'est peut-être la qualité de la connexion Internet, du réseau Internet, je sais pas comment il a... Voilà. Et dans le même temps, je vais vous montrer ça, je crois que c'était la semaine dernière, petite histoire du Figaro, la ville de Venise, qui lance un programme pour attirer les télétravailleurs. Et enfin bon, il y a un moment qu'on en parle, donc il faut avancer avec cette histoire, mais justement, j'ai l'impression que plus on avance et plus on se rend compte que cette histoire est en train de bouleverser un nombre de choses incroyables. Le mail que tu nous as envoyé avait des mots que j'ai vraiment appréciés, qui étaient une nouvelle géographie du travail. Ouais. Voilà. Et ça, je pense qu'on est vraiment en train de le vivre. Alors évidemment, c'est très bien pour un entrepreneur qui fait ce qu'il veut, qui peut travailler depuis la Bretagne en ce qui me concerne, et puis faire de la planche à voile, et puis se rattraper la nuit, et qui n'a pas forcément besoin, parce que c'est une boîte de service, d'être présent physiquement avec ses équipes tout le temps, à partir du moment où tout le monde sait ce qu'il a à faire, où on a des outils, etc. C'est plus compliqué quand tu es patron dans l'industrie. Oui, non, mais on sait tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les évolutions, c'est de voir comment ces choses sont en train de bouger. Venise, qui est en train de devenir un espèce d'immense open space à ciel ouvert au bord du canal, c'est un truc de dingue. Il reste 50 000 habitants à Venise, c'est-à-dire rien par rapport à ce que c'était.
si la boîte veut survivre, si la ville veut survivre, je ne parle même pas de la montée voilà, des eaux, ça. il faut qu'elle attire des gens, de l'activité économique, et il n'y a pas que le tourisme. Elle doit pouvoir pérenniser un peu la façon dont elle se remplit et dont elle anime sa vie. Et ça fait envie, hein. Un impact. Alors moi, je vois un impact. Remarquable. Toutes les boîtes de techno qui sont en mercato permanent sur les compétences et tout ça, tous mes clients dans la techno, quand tu es une boîte de techno française, dans l'édition de livres juridiques, et que tu dois te digitaliser à marche forcée, que tu as besoin des mêmes compétences que les GAFAM, pour les attirer, tu as un peu intérêt à mettre de l'eau dans ton vin sur les conditions de travail. Et ça, c'est le premier impact. Et donc, avec Venise, c'est le cas de le dire. Tout le monde y passe. Voilà. La deuxième chose, c'est que ça va avoir un impact énorme sur le marché immobilier. Quand tu vois le rythme de transformation des lieux de travail, de vie, il y a énormément partout en France des immeubles, des bureaux qui sont convertis en flex-office, en endroits où on cowork, où plusieurs entreprises envoient leurs collaborateurs. Et je crois que ça correspond à une attente des gens qui a été accélérée avec ce qu'on a vu. Au-delà de ça... ça transforme complètement la façon de travailler. Oui, mais au-delà il se trouve que là, je suis en train ce sera la semaine prochaine, le grand salon industriel Global Industrie. Et le discours, effectivement, aujourd'hui des industriels qui poussent la réindustrialisation, c'est évidemment l'idée, quand vous avez une ville de 3000 habitants, si vous voulez y mettre de l'activité, ça ne va pas être de la consommation. Donc c'est soit de l'industrie, soit de la logistique. Ils ont raison, et n'empêche que ce que tu décris là, et ce qu'on est en train de voir, ouvre un champ, je trouve, qui est un champ absolument dingue. Attends, Anne-Sophie. Non, par rapport à... oui, parce que Jérôme, il ne s'arrête jamais. Lever le doigt. Merci. C'est vrai que ce qu'on voit, et quand on a fait pas mal d'études économiques pendant le confinement et ensuite, on a dit augmentation des gains de productivité, des apports pour le salarié qui demande d'ailleurs vraiment maintenant la moitié de son temps en télétravail. Donc vraiment des apports qui étaient assez significatifs. Mais là, ce qu'on a vraiment sous-évalué, c'est en effet pour des zones qui sont complètement sinistrées. Comme tu l'as dit, souvent, on le voit dans les fameux territoires industriels France Industrie en France. Tout à fait. Même en Europe et l'Italie, c'est une puissance industrielle, vous avez quand même beaucoup de zones qui sont complètement enclavées. Eh bien, c'est aussi un moyen pour les pouvoirs publics. Souvent, là, tu l'as dit, c'est souvent industrie, logistique. Industrie, c'est pas facile parce qu'il y a le problème des infrastructures, le problème de construire l'usine, donc ça prend souvent des années, l'autorisation, l'emploi, c'est pas évident de bien être sur une bonne qualité de produit par rapport aux concurrents, donc c'est assez complexe. Sinon, c'est les fameux entrepôts de services de logistique. Et là, c'est vrai que ça ouvre autre chose. Ça ouvre autre chose parce que ça permet d'attirer une autre population, donc aussi d'avoir des gens, on va dire, plus divers. Bien sûr. Les gens, donc ça, c'est en effet bien, même pour le développement économique. Et puis aussi, ça permet, bon, tu l'as dit au niveau immobilier, mais aussi plus globalement, de refaire vivre tout le territoire qui était vraiment totalement enclavé, et avec des services aussi de développer beaucoup de choses. Ce qu'on dit souvent peu, c'est qu'un emploi industriel, ça crée 3 emplois dans les services. Ça, il y a vraiment une corrélation qui est excessivement forte. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que dès que l'usine part, eh bien, tous les services s'en vont. Absolument. Et donc, c'est ce qu'on a vu avec tous les territoires qui sont ultra enclavés. Et là, on pourrait renverser la tendance avec ça. Alors, c'est vrai que c'est pour Venise, en plus... Pour Venise, c'est plus simple. C'est plus simple de le faire savoir. C'est Dizic, etc. Voilà, c'est plus simple de le faire savoir que pour Argentan-sur-Creuse. Mais voilà. c'est intéressant. Il y a 3 réflexions que ça m'inspire. C'est vrai que à la fin du Covid, il y a un certain nombre de boîtes de tech qui avaient annoncé qu'elles passaient au remote hiring. Donc remote working, remote hiring. Pour les boîtes de tech californiennes, c'est quand même une aubaine, d'aller sortir de leur bassin d'emploi. Globalement, les gens n'arrivent plus à se loger. Oui, mais elles sont en partie revenues en arrière. Elles sont en partie revenues en arrière. Voilà, c'est pour ça que le truc de Chesky est intéressant. Et parce qu'effectivement, il y a aussi un moment où on voit bien la tendance où on va créer une bipolarisation du marché de l'emploi entre des emplois globaux, qualifiés, qu'on peut faire de partout, et puis des emplois sédentaires qui, évidemment, eux, seront beaucoup plus loqués dans des conditions salariales qui ne seront pas les mêmes, etc. Elles sont en partie revenues en arrière. Par exemple, Apple donne un mois de Facebook, ça a été assez spectaculaire aussi. Mais il fait venir ses salariés 4 jours par semaine. Airbnb, c'est un peu différent parce qu'ils poussent à fond dans leur com. On voit tous les jours sur le digital nomade. C'est-à-dire que c'est un peu comme Ford qui dit à ses salariés d'acheter ses voitures. Ah oui, tu as raison. Ils ne peuvent pas pousser ce mode de vie-là pour leurs clients et puis interdire pour ses salariés. Tu as raison, je me suis fait avoir là. Donc en fait, c'est du pur marketing. Exactement, je pense que c'est une bonne com. C'est-à-dire qu'Airbnb va devenir WeWork. Ouais. C'est ça en fait son truc. Ouais, je pense que, en tout cas, il prône un mode de vie qui d'ailleurs n'est pas très bon pour le climat, qui est celui de on se balade. J'en sais rien. Ouais, si on se balade à vélo. Et le dernier élément quand même, qui est que comment on encadre tout ça. Publicis avait annoncé qu'on pouvait travailler 6 mois par an maintenant. Les salariés peuvent aller travailler dans un autre pays.
Après, ce qu'on ne dit pas sur ce type de contrat, c'est qu'est-ce que vous faites du conjoint, qu'est-ce que vous faites des enfants, qu'est-ce que vous faites de l'assurance, qu'est-ce que vous faites du logement, etc. Ouais, mais le truc vraiment important qu'à un qu'il dit, moment- c'est que tu gardes ton salaire. Ça, c'est un truc super important quand même. Oui, mais au-delà du salaire, enfin, tu Parce vas que- t'installer dans un pays. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui vont avec la capacité à te déplacer. Oui, oui, bien Ton sûr. gamin dans une école. Enfin, Oui, tu vois, mais ça, c'est un choix. D'ailleurs, personne ne va t'obliger non plus à te déplacer. Oui. Mais si tu fais le choix de se déplacer, ça veut dire que tu peux l'assumer, que tu as bien réfléchi Voilà. à ton truc. Et le fait que tu gardes ton salaire, j'en sais rien, moi, tu vas en Sardaigne, c'est très enfin, bien, tu vois. sans doute pour des jeunes célibataires ou Bah, c'est- des jeunes Alors, couples, juste c'est pour, bien pour des gens qui ont la souplesse et le niveau de vie pour pouvoir l'assumer, ce qui n'est pas du tout, enfin, à mon avis, une majorité. Quoi. Quand Un on mot regarde, Anne-Sophie, un mot Jérôme, et on faire, referme le... la pro-européenne, mais c'est vrai que quand on regarde en fait les chiffres, hein, on voit au niveau de l'Union européenne, hein, la mobilité des travailleurs est quand même assez faible, hein, notamment par rapport aux États-Unis. Et c'est vraiment deux flux qu'on voit. C'est souvent Pologne-Roumanie vers Allemagne-Royaume-Uni avant quand ils étaient dans l'Europe. Et on voit très peu d'autres flux qui sont vraiment minoritaires dans les autres régions. Et justement, un des obstacles à ça, c'était vraiment différence de législation, et maintenant on a plus d'harmonisation, et le fait voilà, que ce n'était pas du tout flexible et compliqué, comme vous l'avez dit, avec la famille et autres. Là, c'est vrai que pour l'Europe, ça peut vraiment être une véritable opportunité, parce que énormément de législations, notamment pour les entreprises, ont lieu dans toute la zone. Tu as raison. Donc même si vous avez des Portugal a bien différences de compris. point de vue, ce que le Portugal a bien compris, tout Tu à as fait. parfaitement raison. Et là, ça peut aussi, pour des zones assez sinistrées ou des pays qui sont en mode de rattrapage, rattirer leurs populations qui sont parties et vraiment favoriser aussi la mobilité au sein de l'Union européenne. On l'a vu pendant le Covid. Hein, et surtout, quand vous avez aussi des couples, des familles qui sont de plusieurs pays, là aussi, c'est un véritable avantage. Donc, je pense que pour l'Europe, là aussi, si on continue d'harmoniser, on peut vraiment avoir beaucoup plus de flexibilité du travail. Hein, et là aussi, ça permet d'avoir, au niveau des taux de chômage et de l'emploi, de la redistribution. Claire. Un mot, Jérôme, Ouais. un mot. Tu rajoutes, tu fais ça comme Airbnb fait, c'est aussi un puissant argument RH pour recruter des jeunes qualifiés quand tu es sur un mercato qui est compliqué. C'est clair. Voilà. Ouais, Et ça, puis, ça, évidemment. Je vais dire un autre mot, désolé, je vais prononcer le mot infrastructure. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne marche et on peut accompagner cette évolution-là que si on a des infrastructures qui tournent. Et en fait, j'ai une stat personnelle qui est assez intéressante. C'est moi, j'ai fait Sciences Po en service public. Et j'ai choisi le privé tout de suite, mais j'ai plein de copains qui ont fait l'ENA, etc. Et j'en ai beaucoup qui ont fini dans des fameuses DRIR, parce qu'ils croyaient vraiment à l'industrie et tout ça. Direction régionale. De l'industrie, de je sais pas quoi. Bon, Enfin, bref. c'est vraiment l'endroit qui est fait pour travailler sur le tissu industriel français. Eh bien, tu savais le nombre de mes amis de Sciences Po qui ont continué dans le service public, qui ont fait de la DRIR pendant 10 ou 15 ans et qui sont aujourd'hui à la tête de fonds d'infrastructure. Et donc, pour moi, c'est la preuve absolument manifeste qu'ils ont suivi cette tendance-là, Bien sûr. analyser cette évolution. Non, non, mais c'est en là où le cercle est super vertueux. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est au potentiel, qualifié, etc. Et tout. Ils vont avoir des exigences, et il faut bien le dire, des moyens d'exprimer leurs exigences, peut-être un peu plus fortes que les locaux, pour avoir un équipement du territoire qui soit plus efficace. Tu fais de la planche à voile sans mât. J'ai découvert ça, là. J'ai pris une semaine Non. de vacances. Alors, J'ai découvert les Ouais, gars le wing foil. extraordinaires. Voilà. Alors, Non, non, on le ne fait niveau- pas une heure avec ça. Non, hein, le juste- niveau. Alors moi, je ne fais pas encore de ça, mais je vais le faire parce que à mettre sur un bateau, c'est très commode comme Mais c'est support. ça, mais c'est la Et moi, liberté totale. Moi, je fais de la planche à voile à foil. Donc de la vraie Oui. planche à voile. Mais D'accord, mais à folle. Bon voilà, je referme la parenthèse. C'est très impressionnant. Il faut être sacrément gainé, à mon avis, pour le faire quand même. Hein, mais bon, très impressionnant. Alors, les entreprises face à l'inflation. C'est Rexecode et donc Denis Ferrand qui nous a envoyé. On en parlait ensemble donc avec Denis mardi. Et effectivement, donc, ça se confirme. Opinion sur la situation de trésorerie des entreprises. Il y a, alors Denis dit une nette inversion de tendance. Vraiment, on va le voir sur le graphe là donc de Rexecode. Ça y est, quoi. L'inflation a mangé les marges et les trésoriers d'entreprise ou les directeurs financiers sont en train de se dire, donc là c'est leur sentiment, hein, le sentiment qu'ils ont sur l'évolution de la trésorerie de leurs entreprises, sont en train de se dire que ça va quand même à un moment commencer à mordre sérieusement. Et puis l'autre élément que nous apporte Denis, donc c'est cette idée qu'ils vont essayer de limiter les salaires justement pour garder un peu de marge de manœuvre par rapport à la hausse des coûts généraux, des coûts de production, des coûts de matières premières. Donc PME, TPE anticipent une hausse moyenne de leur prix de 5,2%. Mais seulement 2,7 pour les salaires, avec donc évidemment une forte hausse des coûts
hors salaire, ce qui amènerait quand même une baisse, même en limitant les salaires à 2,7%, une baisse de la marge nette. Il est vrai qu'elle est très très forte encore aujourd'hui, cette marge nette, donc elle peut baisser, c'est pas dramatique. Mais enfin voilà, là, clairement, ça y est, les entreprises sont face à l'inflation. Alors, les entreprises sont face à l'inflation. Après, je pense qu'il faut là aussi déjà distinguer industrie et services. Là aussi, c'est pas du tout le même impact. Vraiment, l'industrie se prend vraiment une forte hausse de ses intrants, et manufacturiers et au niveau de l'énergie. Donc ça, en effet, tout ce qui est dans le transport, la chimie, la métallurgie, ce sont vraiment des secteurs qui sont très impactés et qui vont l'être tout au cours de l'année. Donc là, on a vraiment des secteurs très particuliers qui sont très affectés. Après, dans les services, c'est en effet différent. Et là aussi, il faut faire attention avec le quoi qu'il en coûte. En fonction des secteurs, les taux de marge peuvent être aussi assez élevés. Donc on a des secteurs qui ont aussi beaucoup plus de matelas pour supporter ces hausses de prix. Et notamment dans tout ce qui est électroménager, là aussi, on a déjà vu des hausses de prix dès l'année dernière en plein déconfinement et on a eu 7% de croissance. Donc on voyait que la hausse des prix n'avait pas du tout d'impact sur la consommation. Donc il y a déjà eu cette hausse qui a été répartie sur le consommateur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nuancer. Ce n'est pas toutes les entreprises, ça dépend vraiment de votre secteur et de votre taille. Et c'est vrai que sortant du quoi qu'il en coûte, on peut avoir quand même dans certains secteurs un certain matelas qui peut, pendant un certain temps, peut-être... mais ce que nous dit Rexecode, c'est que c'est un peu fini, là. Sur les salaires, là, c'est vraiment ce qui est en effet le plus intéressant. Il faut rappeler quand même qu'on a de très bons taux d'emploi et on a beaucoup de pénuries, en effet, de main-d'œuvre ou des difficultés peut-être à trouver dans beaucoup de secteurs parce que les gens ont changé ou sont mis en indépendant ou sont fermés pour faire autre chose. Et c'est là où ça va être difficile pour beaucoup de secteurs, c'est-à-dire que le salaire va être de plus en plus quelque chose d'important pour réattirer. Et en effet, les secteurs qui vont plus modérer, là, je pense aussi qu'il y aura un problème pour attirer davantage. Parce donc tu dis en fait, c'est un vœu pieux. L'idée qu'ils vont essayer de limiter le truc à 2,5, tu n'y crois pas, quoi, en fait. Tu n'y crois pas. Ouais, intéressant. Ouais. Jérôme ? Alors, moi, je voudrais rajouter l'agroalimentaire à la liste des secteurs qui sont fortement impactés. Ah bah bien sûr, non, mais on en a parlé, les intrants, évidemment. C'est un secteur que je veux. Alors moi, il se trouve que c'est la seule boîte dont je m'occupe qui a un BFR normal, c'est-à-dire un BFR positif, un besoin de fonds de roulement positif. Et en fait, la situation de trésor est très bonne, compte tenu de la relance, de la relance de la consommation, etc. Tout va bien. Et on en a profité, alors que les banques sont encore assez accommodantes, on a profité pour restructurer toutes les conditions financières pour les 3 ou 4 ans qui viennent. C'est-à-dire qu'on a complètement sécurisé le truc, on est allé voir nos banquiers, on les a mis autour de la table, et puis on leur dit, vous sortirez quand on sera visible, quand on aura de la visibilité sur les 4 ou 5 ans qui viennent. Comme la boîte va bien, on n'a pas eu de problème, et j'imagine que des boîtes qui aujourd'hui voient arriver le PGE et qui l'ont mangé, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mangé. Compliqué pour elles. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça qui est plutôt la stat positive, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un petit 10% des boîtes, et c'est pas plus qu'avant la stagflation, qui disent je vais avoir du mal à rembourser mon PGE. Non, mais c'est intéressant. Mais tu vois, toi aussi, quand même, là, ce moment où, ça y est, on a fini de pouvoir gérer l'inflation sur les marges, en fait. Ouais, voilà, ça y est, c'est fini. Et donc, il va falloir passer des hausses de prix. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, ça veut dire que les boîtes qui vont s'en sortir le mieux, c'est évidemment celles qui ont accumulé le goodwill, la marque, la qualité du produit, etc., pour imposer leur prix. Attention, juste par rapport à ça, c'est opinion. Et il y a déjà eu des hausses de prix en 2021, notamment au dernier trimestre. Donc, ce n'est pas quelque chose de... Il n'y avait rien avant et c'est déjà une tendance qu'on a vue dans plusieurs secteurs. C'est juste que ça va s'accélérer. Et sur cela, pour finir, c'est l'opinion. Et surtout, ce qui est très important, c'est que par rapport au Covid, il y a vraiment l'idée que ça va durer. Donc, c'est vrai que même si là, les chiffres macro ne sont pas trop mauvais, en fait, c'est, à mon sens, il faut voir l'opinion en disant demain, ce sera beaucoup plus compliqué. Exactement. C'est ça qui est intéressant. C'est les anticipations des chefs d'entreprise. Julie ? On sent qu'il y a une grande peur autour de l'inflation, en tout cas en France et en Europe. Qui est très, il y avait un signal, cela dit, qui semblait être positif sur les États-Unis. Alors, il y a eu un signal hier. Voilà. Bon, mais une hirondelle ne fait pas le printemps quand même. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu une très légère inflexion. Très légère inflexion. Mais on sent bien que c'est... Mais comment tu le vis, toi, chef d'entreprise parce que le vrai sujet, on le décrivait justement mardi, effectivement, la répercussion dans le secteur industriel, des hausses des intrants, des matières premières. Bon. Mais en fait, la vraie boucle inflationniste, c'est le jour où les services vont commencer à augmenter leurs prix. Voilà. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça le vrai sujet. Exactement. L'augmentation du prix des services, il est très corrélé quand même au niveau des salaires. Voilà.
D'où ma question. Et les... Je confirme. Voilà. On est tout à fait D'où dans le ma cas où on question. aimerait faire de la modération salariale, mais on n'y arrive pas. Comment est-ce que le chef d'entreprise... Voilà, c'est ça. Non, mais tu le dis, Et il y a des avec un grand parce qu'il y a sourire, des mais c'est ça. pénuries. C'est des pénuries. Et donc, le prochain. Et est-ce que tu... Attends, Il est-ce y a que... trop de gens qui veulent aller à Venise travailler à mi-temps. Et est-ce que tu arrives, toi, à répercuter sur tes clients les hausses de salaire que tu dois... Alors, mes clients entendent. Ouais, voilà, c'est Je ça. pense que là, mes clients Ouais. entendent. Ouais. Je suis d'accord, le dialogue est bon. Dans les services, on arrive à discuter en disant regardez mon coût de revient à ce prix-là, je Ouais. ne peux pas prendre le job. Ouais. Tu vois, voilà. Alors, moi, en stratégie d'entreprise, j'ai une illustration très concrète. On est en train de lancer une nouvelle gamme de confitures là. Et donc, quand tu la lances, tu la mets chez tes distributeurs, dans tes boutiques, Ouais. tu la mets sur ton site internet, tu fais de la promo. Et il faut qu'on fixe le prix. Ouais. D'accord, on a les moyens de fixer Ah, le bah, prix. c'est On est compliqué. du bon côté du manche. Ouais. Sauf que si on le fixe, on va le fixer pour, mettons, 18 mois. Parce que tu peux pas faire ton lancement, Bien demander à sûr. tout le monde d'y aller et faire une révision de prix 6 mois après. Voilà. Et donc, la décision qu'on a à prendre dans la semaine, là, c'est à combien on sort le pot sur cette nouvelle gamme. ça, mon pote, Et on n'a c'est- pas du tout envie de se tromper. Et ça, c'est des trucs très, très intéressants Ah, quand tu es mais le entrepreneur. pricing. C'est très, très intéressant quand tu es entrepreneur de travailler sur ces sujets-là. Et en même temps, tu as une espèce de petit pincement, là, en te disant, faut pas que je me gourre. Ah, mais le pricing, c'est un truc, j'ai déjà raconté, j'ai la chance de discuter de manière confidentielle avec une vingtaine de directeurs de pricing, alors de grosses boîtes. Hein. Et c'est absolument passionnant. Et, enfin, je l'ai déjà dit, mais je vous le dis très très vite. Ce qu'on avait constaté il y a 3 semaines, un mois à peu près, c'est qu'en fait, tous se regardaient pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu coordonné. Voilà. Parce qu'effectivement, tu avais ces marges qui te donnaient un petit peu de répit. Tu n'étais pas obligé de répercuter tout de suite. Mais tous se regardaient. C'est première chose. Et puis deuxième chose, c'est Nicolas Dueb, par exemple, qui était venu nous raconter ça. Quand tu as un plat de pâtes à 99 enfin un paquet de pâtes à 99 centimes ou à 92 centimes, c'est très compliqué de le mettre à 1,02 €. Nicolas, lui, il fait des abonnements pour des systèmes vidéo à 4,90 €. 5,10 €, 5,20 €, c'est plus pareil, tu changes de dimension. Donc ça aussi, c'est extraordinaire. Très psychologique. Parce que Extraordinaire. tu as un effet marginal sur la demande Ah, mais qu'il ne bien faut pas sûr. louper Ah, si mais tu ne bien veux sûr. pas tout d'un coup voir une baisse de chiffre d'affaires parce que tu as Exactement. trop monté tes prix. Quoi. Exactement. Et c'est là où effectivement les boîtes qui sont Bon. bien positionnées sont mieux que les autres. Et on marque une pause, puis après on ira sur la planification écologique. On repart les amis, on repart donc planification écologique. Julie, tu voulais parler de planification écologique et je t'avais dit tu as intérêt à bien bosser le truc parce que... et alors il se trouve que, je le dis très très vite, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, était, on dit encore ça, patron des patrons, je sais pas si- bref, il était sur RTL ce matin. Et alors, discours de planification soviétique Oula. années 60. Tu vas adorer, Anne-Sophie Geoffroy Ouais. Roux de Bézieux. Ça. Roux de Bézieux dit, nous devons avoir un signal clair sur les 10 prochaines années, un cap, etc. C'est bien. Tu es d'accord avec Mais ça il y a donc beaucoup de chefs d'entreprise qui en réclament, hein, le cadre. Enfin, il y a quand même l'État doit fixer un cadre sur ces enjeux-là, clairement. Mais le cadre, enfin, on le connaît, le cadre. Le cadre, c'est d'essayer de supprimer un maximum de carbone. Oui, alors, notamment. Mais d'abord, il y a un point de départ qui est aujourd'hui, ça ne marche pas. D'accord, donc, il y a Qu'est-ce quand qui ne même marche pas? le ministère de la Transition écologique. D'accord. Le ministère de la Transition Parce que la décarbonation, ça marche. La décarbonation de l'économie, enfin, en tout cas, dans les économies développées. pas à la bonne vitesse. Pas à la bonne vitesse. Donc, le ministère de la Transition écologique, d'ailleurs, il y a un ancien conseiller qui appelle ça le ministère de l'impossible. Je pense que c'est exactement... Enfin, ce ministère existe depuis plusieurs décennies maintenant. On voit que ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à concilier temps long, temps court. On a des ministres qui restent 1 an et demi en moyenne. L'État est incroyablement siloté. Donc, il n'y a pas de transversalité. Donc, il n'y a pas les arbitrages favorables. Donc, une situation dans laquelle le Premier ministre arbitre entre Bercy et le ministère de la Transition écologique ou entre l'agriculture et le ministère de la Transition écologique, ça donne un arbitrage qui est forcément à moitié. Assez souvent au détriment de la transition écologique, Assez c'est ça que souvent tu veux dire. au Mais voilà, détriment. c'est Donc ça. l'État aujourd'hui, il n'est pas organisé pour gérer la transition, ça c'est clair. Les objectifs, ils sont fixés pour une partie. Sur le carbone, effectivement, ils sont fixés. Sur la biodiversité, sur l'eau, dont on parle beaucoup en ce moment, sur plein d'autres dimensions, ils ne le sont pas. Donc il y a quand même un enjeu aujourd'hui de fixer ces grands objectifs. Prenons le carbone où c'est fait. On a fait une stratégie nationale bas carbone et on n'a pas réussi à tenir les engagements et les feuilles de route qui avaient été données par les ministères. Roux de Bézieux disait ce matin que les décrets n'étaient même pas parus. Non. Plus de la moitié des décrets de cette stratégie nationale bas carbone sont même pas parus. Exactement. Ouais. Donc à un moment, il faut bien se dire on va s'aligner sur des objectifs, on va faire un rétro-planning
on va définir des stratégies sectorielles, des déclinaisons sectorielles qui correspondent, allouer les budgets et puis suivre les mesures. Donc, tu appelles ça pilotage, orchestration, tout ce que tu veux, c'est de la planification quelque part. Après, c'est d'ailleurs, enfin, il y a Route Bézieux, Shift Project, Terra Nova, enfin, tu vois bien que tout le monde est en train de se dire, de toute façon, il n'y a pas 36 manières d'y aller. Oui, alors si, Macron ne le fait bien. pas tout à fait comme Mélenchon. Non, mais c'est bien le problème que j'ai, moi. C'est que s'il y a quand même 36 manières d'y aller. Alors, et justement, si tu regardes Shift Project, et si tu rentres dans des éléments de décroissance et de limitation de production, ou si tu regardes des éléments qui comptent plus sur l'innovation, qui comptent plus sur le dynamisme entrepreneurial et des choses comme ça. Il y a 36 manières d'y aller, justement, Julie. Donc, on est d'accord qu'on a tous un objectif commun. On arrive à se dire, en 2030, voilà l'objectif qu'on doit atteindre. 2050, c'est l'objectif qu'on doit atteindre. Après, il faut évidemment discuter sur les manières de le faire, parce que les trajectoires, elles ne sont pas écrites. Il n'y a même pas de consensus scientifique sur la manière de faire. Donc, il faut bien pouvoir, à un moment, en discuter et statuer et choisir une voie et un moyen d'y aller. C'est-à-dire, c'est les 6 scénarios d'RTE sur la transition énergétique qui vont sûrement arriver dans ce ministère de la transition énergétique. À un moment, quel scénario on prend ? Oui, mais tu prends un scénario. Moi, alors, ça me va très bien. Tu prends un scénario pour EDF, de transition énergétique pour EDF, ok. Mais si tu prends. En fait, pour tout te dire, moi, le sujet qui me fait freiner les cas de fer sur cette histoire, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire, tu as un exemple, tu as sous les yeux un exemple qu'on peut quand même qualifier de désastreux. De planification écologique. Sur 15 ans. Alors, décision massive prise après Fukushima, donc c'est 2012, oui c'est ça, 2012-2013. Ça, c'est sur le nucléaire. Mais tu as planification énergétique, regarde. Mais non, alors là, désastreux tout à fait. Mais pourquoi aussi ? Il faut regarder quand même le bilan de la politique d'Angela Merkel. Il y a eu pendant plus de 15 ans des volontés de créer une Europe de l'énergie, d'essayer d'être plus efficient au niveau de l'Europe, notamment avec la Norvège, de développer l'innovation, l'investissement pour avoir des sources alternatives. Il n'y a pas que le nucléaire. Hein. Ils ont parlé des renouvelables parce que voilà, c'était la mode, il fallait faire tout sur l'éolienne, tout sur le solaire parce qu'en plus on voulait concurrencer la Chine. Mais il y avait plein d'autres manière de pouvoir investir comme l'a fait la Chine ou les États-Unis. Et pendant 20 ans, il y a eu absolument un blocage de l'Allemagne de faire toute alliance au niveau de l'énergie. Bon. Qu'est-ce qui se passe pour la Chine et pour les États-Unis ? Mais ça me va bien, ça, Anne-Sophie. Aussi a ces problèmes-là. Mais c'est quand même un effet de planification. Oui, mais il n'y en a pas eu. Et toutes les volontés qu'il y a eu d'en faire, l'Allemagne a mis son veto. Donc, c'est pas juste, ils sont sortis du nucléaire et du coup, ils ont fait que l'éolienne. Ils ont planifié leur sortie du nucléaire. Ils ont planifié, mais ils n'ont pas planifié d'avoir avec l'Europe une vision, d'avoir une énergie. Mais ils ont planifié leur transition énergétique. Oui. Non, mais ils l'ont planifié juste en disant on sort de nucléaire parce qu'il y a un effet émotionnel. Et avec les élections. Ils l'ont planifié de travers, mais ils l'ont planifié. Il y a une vidéo qui tourne beaucoup. Il n'y a pas de stratégie industrielle. Anne-Sophie, il y a une vidéo qui tourne beaucoup en ce moment qui est terrible. Elle date de 2017. Poutine est devant un forum international et il rigole en disant tiens, les Allemands ferment leurs centrales, ils nous disent qu'ils ne veulent pas de notre gaz. Comment ils vont faire ? C'est ce que fait la Chine, ils vont passer au bois. Ah et Poutine éclate de rire en disant le problème c'est qu'il va falloir qu'ils viennent en Sibérie aussi pour en chercher. C'est-à-dire que tu es sur des trucs qui semblaient évidents à tout le monde. Vous allez avoir un problème, mais le mirage de la planification, moi c'est ça qui m'inquiète. Non mais il y a eu une planification mais qui a été mauvaise. C'est pas le problème de la planification. Il faut planifier, sauf là il y a eu de mauvais le problème de la planification c'est que tu te rends compte qu'elle est catastrophique au bout de la planification. Oui mais alors du coup, est-ce qu'on n'est pas dans un moment où, pour le coup, les planètes s'alignent assez bien pour faire une planification qui soit... Enfin, la crise... J'en sais rien, on va faire des choix massifs sur l'hydrogène. Ouais. Par exemple, on va faire des choix massifs sur l'hydrogène. Tu vois, voilà, c'est en train de partir, etc. Là. Moi, j'entends... Alors, je vais donner un exemple, sans citer, parce que là, je vais donner un exemple aujourd'hui. Airbus et Safran sont en désaccord absolu sur l'avion à hydrogène. Voilà. Airbus dit l'avion à hydrogène est prêt en 2035. Safran dit il n'y aura jamais d'avion à hydrogène. Pourtant, l'hydrogène, c'est essentiel dans la transition. Je peux donner Safran dit ils font les moteurs. Hein. Ouais. Voilà. On a besoin d'un cadre. En fait, je pense que ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux ce matin, c'est pour pouvoir entreprendre sereinement, investir sur le long terme
il faut qu'on ait de la visibilité, de la stabilité. De la Et donc, recherche. c'est ce cadre qu'il appelle de ses voeux. Et pour moi, c'est plutôt un cadre sur un objectif général. Ensuite, on laisse la créativité humaine et les gens s'ajuster avec leur talent sans leur imposer des solutions. Je vais te donner un exemple très... Tu parles de l'avion. Moi, tu sais que je suis administrateur et modeste actionnaire de Merconcept, la boîte de François Gabard. Ça n'est pas que de la course au large, c'est aussi de la décarbonation du transport maritime. On travaille en ce moment sur un projet de fast foiling ferry, transport de passagers, 200 personnes sur foil, à basse consommation, pour le transport interrail, etc. On fait toute l'analyse de cycle de vie carbone, depuis la construction, à l'impact de la construction, jusqu'à l'impact de l'exploitation. Et on était parti sur une solution hydrogène. Et en fait, on se rend compte qu'en fonction de l'utilisation précise du bateau qu'on va nous commander, il faudra qu'on soit en tout électrique, ou il faudra qu'on soit en hydrogène, ou il faudra qu'on soit en hybride gazole, électricité, que ça va vraiment dépendre des conditions d'exploitation, de combien de rotation fait le bateau, combien il tourne, les distances qu'il parcourt, est-ce qu'on peut le recharger, etc. Et donc, on est en train de basculer sur un projet où on aura une coque avec l'asservissement des foils, toute la technologie qui permet de réduire les frottements, donc la consommation d'énergie, et où on adaptera la motorisation et la propulsion à chaque cas d'usage de nos clients. Et aujourd'hui, en fait, si tu dis toutes les entreprises doivent réduire leurs émissions carbone, nous, on a une discussion en ce moment avec Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, qui travaille avec la TSE là-dessus. Si tu prends le transport transmanche, il y a des ferries, des avions et des trains. Mais la demande, si tu laisses toutes les entreprises s'ajuster, toute entreprise est sommée de réduire ses émissions. Mais en vrai, il faudrait qu'Eurotunnel augmente ses émissions s'il prend des parts de marché au ferry ou à l'aérien. D'accord. Donc ces arbitrages-là, s'il n'y a pas un cadre qui le fixe, aujourd'hui on met plutôt de l'argent pour supporter les moyens de transport très carbonés qui doivent se décarboner. Donc tout l'argent des fonds de relance, etc., ils vont plutôt là que sur un... Tu veux dire, ils vont plutôt sur les camions, par exemple, parce que si l'hydrogène, a priori, fait unanimité, c'est sans doute sur les camions, sur les longs transports. Donc tu dis que l'ensemble des moyens vont plutôt sur le transport routier, on va le dire, voilà. Qui doit se décarboner, plutôt que sur le train. Moins sur les actifs qui sont déjà verts et bien positionnés, mais surtout, en vrai, il y a bien des activités qui doivent augmenter leurs émissions. C'est vrai. Et augmenter leur part de marché. C'est vrai. Et prendre des parts de marché aux autres. C'est vrai. Et ça, tu vois, pour le coup, les Allemands avaient fait, j'avais vu des rapports qui étaient assez intéressants des industriels allemands qui s'étaient mis autour de la table pour se dire, voilà, si on prend cette trajectoire, ça veut dire quoi pour les secteurs et l'évolution des secteurs? C'est les industriels. Ça me va bien si c'est les industriels qui se mettent ensemble. Alors... Là, ton Premier ministre de la planification écologique. D'abord, c'est Jean-Michel Apathy qui dit ça, très bon connaisseur du... Il dit, c'est pas possible. Un Premier ministre, il ne peut pas, en plus, s'occuper de planification écologique. Et ça, je crois que c'est assez vrai. Enfin, tu connais le fonctionnement des cabinets, tu connais le fonctionnement des ministères. Premier ministre, mais c'est déjà un full-time job, quoi. Non, mais le problème, tu ne peux pas faire en plus la planification écologique. Enfin bon, je referme la parenthèse, tu vois. Mais le problème, c'est si c'est un gouvernement qui se met à donner des consignes et... Non mais regarde, le problème c'est que tu as un problème avec planification parce que voilà, c'est chargé historiquement. Donc là, il y a peut-être un biais. Il y a un biais. Sophie, ça te Donc fera si plaisir on d'entendre sort, qu'on est plusieurs. voilà. Donc si on sort de ça et on est juste factuel, etc., qu'est-ce qu'il y a derrière? On aime bien beaucoup parler toujours des États-Unis ici, et c'est un exemple. Qui a fait la Silicon Valley? C'est le Pentagone et c'est la NASA qui ont planifié que sur les 20 prochaines années, les États-Unis allaient devenir la première puissance au niveau du numérique. Pour l'énergie, qu'est-ce qu'a fait les États-Unis depuis 20 ans, quels que soient les gouvernements successifs? C'est de dire on veut être indépendant de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Donc de fait, on va tout mettre sur le Mexique, tout mettre sur le Canada et on va faire le pétrole et le gaz de schiste. Ça, c'est de la planification. Ma chère Anne-Sophie, ensuite, non, je réponds à ça. Les entreprises investissent, font ce qu'ils ont à faire et trouvent ce qu'il faut. Et l'État se mêle pas derrière. Je réponds à ça avec l'excellent bouquin d'Eli Cohen. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ah bah oui. Et entend cette thèse. Mais tu l'as lu, Eli Cohen. Oui. Il décrit exactement ce que tu décris, la perfection de la planification industrielle aux États-Unis. Et le désastre que ça donne quand on arrive en France. Et où on n'arrive pas... Mais on n'arrive pas à s'affranchir des potentats locaux, des puissances politiques. C'est un autre sujet, mais là on avait le débat, il ne faut pas de planification écologique. On peut faire une planification écologique, la question c'est comment on la fait. Mais on peut en faire et d'autres pays la font. D'accord. Donc il ne faut pas être Je pense qu'on ne sera pas capable de bien la faire, alors c'est ça qui va nous mettre d'accord. Que tu as un biais négatif sur la capacité de la France à faire la planification. Alors voilà, qu'il faut nous laisser notre chance. Et un certain nombre d'autres choses d'ailleurs. Voilà. Parce que si tu parles, tu vois, il y a une tendance lourde que je trouve très très dommageable. Quand j'ai commencé
avoir une conscience d'électeur. On avait une constitution de la 5e dans laquelle on pouvait utiliser le gouvernement par ordonnance et le 49.3. Et les gouvernements l'utilisaient fréquemment pour faire avancer leurs desiderata politiques, appliquer leur programme. Personne ne disait rien. Aujourd'hui, c'est devenu insupportable, c'est-à-dire que depuis les frondeurs, celui qui sort le 49.3 ou même celui qui veut gouverner par ordonnance, t'imagines le truc. Est un Même apprenti Chirac dictateur. a fait des trucs en 86-88 à coup d'ordonnance, personne ne disait rien. C'est peut-être le seul moment où il a été utile au pays d'ailleurs. Bon. Donc, t'es vraiment t'es coincé. Et au lieu de dire je suis réélu, j'attends ma majorité, je vais appliquer mon programme et je vais le faire en utilisant les moyens institutionnels à ma disposition, on est en train de dire il faudrait mieux associer les citoyens et tu vas essayer de décaler ça des assemblées, et sortir ça des institutions. Et alors là, tu rentres dans un truc impossible. Et donc, la paralysie du politique, on va droit dedans si on n'a pas le courage de dire j'ai l'ordonnance 49.3, j'ai un programme, vous m'avez élu pour ça, et je vais y aller. Et alors, ça, c'est pas de la planification, c'est de l'exécution réglementaire. Non, pas du tout. C'est une manière de gouverner qui est datée, c'est tout. C'est une autre époque. Et là, on n'est plus dans cette époque. Dans ce cas-là, Mais c'est une autre époque, c'est une autre époque, c'est une époque efficace. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez faire la transition écologique sans les citoyens? Vous pensez que ça va être efficace? Ah bah moi, je pense oui, qu'il y a un paquet de absolument, choses, oui. il y a un paquet de choses qu'on peut faire sans les citoyens, notamment la réforme des retraites. Ça, c'est... Non mais, enfin, C'est notre débat. non mais Anne-Sophie, pardon, non, vraiment. Alors là, oui, sérieusement, c'est des décisions. Tu sais, la pantalonnade c'était quoi? C'était le Forum citoyen. C'est des décisions. Quand je te dis Convention citoyenne, Safran Airbus pas d'accord. C'est des décisions techniques. Mais non, c'est pas autre chose. Il y a ça. plusieurs choses. C'est l'état de la technique. Éolienne, pas éolienne. C'est absurde comme débat. Il y a l'État qui peut donner un cadre, on a cité l'exemple américain. Ensuite, il y a l'innovation, en effet, et l'investissement. Et ça, c'est les entreprises qui doivent le faire. Là, il n'y a pas de débat. C'est pas l'État qui va vous dire. Et les débats dont tu parles, c'est en effet des débats techniques d'industriels qui doivent se faire. Et ensuite, pour qu'il y ait une acceptation, parce que le citoyen, c'est aussi un consommateur. C'est du pognon. Non. Bon, là, je Elle a racheté une rente. L'acceptation, c'est juste que ça coûte pas trop cher pour le consommateur. Le citoyen, c'est également un consommateur. Tu le vois, on a autant parlé ici des nouvelles manières de consommer, etc. Tu ne peux pas dire, tu fais tout ça sans. C'est pas pour ça que le citoyen, demain, ils ont fait la convention citoyenne, va dire entre Safran et techniquement ce qu'il faut faire. C'est pas du tout le sujet. Donc là, il faut pas tout mélanger. Il y a différents caps à faire et chacun doit tenir son rôle. Le citoyen doit être associé parce que c'est le futur consommateur qui va justement décider par son porte-monnaie de consommer, peut-être, parce que c'est ça le sujet, de payer sûrement plus cher, notamment au début, des prix et des biens. Donc ça, c'est un vrai sujet. On ne peut pas faire sans le citoyen. Les industriels, les entreprises sont là pour investir et avoir les débats techniques d'innovation. Et le gouvernement est là pour mettre un pacte et une vision à moyen long terme en disant voilà ce qu'on veut. En 2049, la Chine sera la première puissance industrielle. Dans 20 ans, les États-Unis seront la première puissance numérique. Et nous, il faut le faire. Donc chacun a son rôle à jouer. Il ne faut pas tout mélanger. Et nous aussi, la France, on peut le faire. On n'est pas inférieur par rapport aux autres. Julie, un grand projet de planification du XXIe siècle. Non, Voilà. je te rejoins. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'effectivement, le critère clé qui sera le plus difficile pour la réussite de ces planifications, c'est la concertation citoyenne. Évidemment. Évidemment. Et moi, je trouve que C'est le plus complexe. Non, mais évidemment. on est mort. En tout respect, Concertation citoyenne, on est mort. en tout respect, je pense que vous évacuez un peu vite le sujet. Concertation citoyenne égale démonétisation aggravée du suffrage universel et de sa valeur, et donc incapacité à réformer vraiment. Voilà. Mais tu peux voter, Non, mais avoir écoutez, des je phrases souhaite- universelles, Écoutez, écoute, comment on Mesdames, conserve je souhaite me En tromper. l'occurrence, la Je convention souhaite pour citoyenne, mon pays. ça peut être un super bon outil. Je- C'est n'est pas comment Mais tu un outil pour l'utilises. faire quoi? Mais il n'a pas de Mais alors, c'est quoi la légitimité démocratie représentative? institutionnelle. Elle sert à Mais quoi? Mais c'est pas forcément l'une contre On ne l'autre. peut gouverner qu'en additionner étant les deux. institutionnel. En l'occurrence, ça a été institutionnellement- l'une contre l'autre, Anne-Sophie. Non, mais par En contre, ça l'occurrence, peut la être mal Convention fait, mais citoyenne c'est pas a pour ça sorti qu'on des est obligé de trucs l'utiliser que comme jamais ça. l'Assemblée n'aurait validés. Jamais. La Eh preuve, ben. d'ailleurs, ça s'est pas passé. Eh ben, il faut réfléchir à d'autres modalités. Mais, Eh ben. mais il faut le faire. Il faut le faire. Pas forcément pour Bon, décider. Je souhaite que Pour vous ayez accompagner. raison. Alors attends, C'est-à-dire qu'on peut je pas, souhaite que vous ayez- on peut pas pour notre décider que pays, c'est je que les souhaite que vous ayez scientifiques et raison. les ingénieurs qui vont décider de ce qu'il faut faire. C'est pas possible. Ben, accompagner. en fait, Et il faut retour sur Elie Cohen. former. Quand tu regardes donc la période de planification heureuse de la France qui Mais commence c'est pas le même au contexte. tournant des années 50, tu te retrouves avec effectivement une bande d'ingénieurs qui vont aller lire ce bouquin, il est vraiment passionnant, qui vont par exemple renoncer donc sur le spatial, sur le nucléaire et sur le ferroviaire. Tu as à ce moment-là, fin des années 50, 3 technologies françaises de pointe. Ils vont renoncer aux 3. En fait, sur le spatial, sur le nucléaire et sur le ferroviaire, ils vont en fait dire les étrangers sont meilleurs que nous, on va laisser tomber ce qu'on a mis au point. 50? Tournant des années 50 et des années 60. Bah, c'est le moment sur le nucléaire, c'est Framatome.
Et on va aller chercher, en fait, c'est General Electric à l'époque, je ne voudrais pas dire de bêtises, enfin bref, on va aller chercher la technologie américaine. Sur le ferroviaire, on renonce à l'ensemble des dispositifs aérotrains, etc. Enfin, tu sais, il y a près d'Orléans, il y a encore le turbotrain et tout, pour aller aussi chercher des technologies qui n'étaient pas des technologies françaises. Et alors là, je crois que c'est la technologie diamant, mais je ne voudrais pas rentrer dans le détail parce que je ne le maîtrise pas sur le spatial, où pareil, ces ingénieurs, mais qui sont en mode DARPA, qui ne répondent effectivement en fait à personne, même pas au Premier ministre, qui ont la confiance totale en fait du politique et qui vont nous mettre Oui, mais là, comme dans première votre vision, puissance, pourquoi il comme faut une puissance forcément- industrielle pourquoi il faut extraordinaire à la fin des années 70. Déjà, ce n'est pas la même période, hein, on est en 2022, et on n'est pas obligé d'opposer. Pourquoi Je opposer? crois que si, ben parce que sinon tu perds ton temps. Tu t'en lis. Bon, Tu t'en non, lis. non, mais alors, attends, ça nous amène avec deux questions qui m'intéressent beaucoup et le temps tourne très vite. D'abord, donc, effectivement, alors, il est d'accord avec vous, Emmanuel Macron. Donc, agir ne signifiera pas administrer le pays, enchaîner des réformes comme on donnerait des solutions toutes faites à notre peuple. L'action est jumelle du rassemblement, du respect, de la considération. Est-ce que ça fait pas un roi fainéant Oh là mesdames. là. Ça fait pas le 49.3 et Est-ce que ça fait pas Mais Chirac mais deuxième mandat? pourquoi c'est forcément inefficace les ordonnances, voilà, pourquoi c'est forcément cette manière de faire qui serait efficace? Parce que, cite-moi un exemple récent. Vous le voyez aujourd'hui, vous avez les 30 gilets jaunes, dernières années etc. de Vous voyez que politique tout le en monde France, demande une plutôt de... concertation T'en penses, qui sortait du cadre institutionnel, de la mise en œuvre d'un programme politique sortant du cadre institutionnel de la Constitution de la 5e, a porté ses fruits. D'accord, mais Dis-moi là... ça, un seul exemple. mais alors Non, mais là, on est en sur les 2022. retraites, sur Là, c'est la- l'industrialisation, Non, réponse. sur l'écologie, sur Bonne l'énergie, question, bonne question. voilà. Un seul exemple. Sur Non, la non, lutte mais- contre le chômage. Non, mais c'est ça, des sur- exemples, on peut en prendre plein là-dessus. Sur la Convention citoyenne, tu l'as dit, ah voilà, ça marche pas parce que c'est mal fait, etc. La question, c'est, de toute façon, cette transition va se faire et il y aura un vrai sujet de prix et de pouvoir d'achat. Ben oui. Tu ne peux pas le faire en disant, ça va être que quelques personnes qui vont faire et qui vont décider de tout, et si ça Et marche derrière, pas, on on le compense. fait. Si, on les a élus pour ça. Par On ailleurs, les a... par ailleurs, Non, mais- on n'a pas eu de campagne, on n'a pas eu de proposition, ou très peu. sujet. Un Macron qui arrive t'as aujourd'hui raison. et qui dit voilà mon projet, Ouais. je l'applique en 49.3, Ouais. je peux te garantir. Oui, oui. Non, mais alors Le projet attends, n'est pas d'une attends. maturité C'est absolue. impossible. Attends, Non, mais sortir- c'est impossible. Pour sortir de l'écologie, Impossible. si on a eu un projet, un point, c'est la retraite à 65 ans. Et là, on a voté. Et Macron arrive en tête à la fin du premier tour en ayant clairement dit retraite à 65 ans. Et chiffre que j'ai beaucoup donné, qu'on doit à Liaison Sociale, 44% des sympathisants de la CFDT votent Macron au premier tour. Retraite 65 ans. Et Qu'est-ce Laurent- qui t'empêche d'y aller en force Et Laurent La- Berger elle dit Parce que pouvait no quand être tu way. es déjà faite. président, Non, mais là, quand tu es là, président, Laurent tu es Berger dit président no de way, tout tu le passes ta monde. réforme. Exactement. Bah, moi, là, honnêtement, je suis au gouvernement, Non, mais- j'ai le courage de le faire dès le début, et je la passe. mais Non, celle-là, oui, mais ça, tu celle-là, peux tout passer celle-là, comme il ça. peut la passer. Il était prêt à utiliser le 49.3, Eh oui, d'ailleurs, juste avant le Covid. Donc, Donc, il a y a fait pas pas de de sujet. travail. Ah oui, vous Ouais. êtes d'accord pour qu'on Non, utilise le mais cadre institutionnel moi, pour faire je avancer suis les d'accord choses. pour qu'on organise. Oui, bien sûr, quand c'est des choses qui ont été clairement données par le mandat de Ce n'est pas le l'élection. cas pour l'écologie. D'accord. Bon, donc ça veut dire qu'on aura Bon. une réforme des retraites, parce que cette cartouche-là, Moi, j'y crois pas. cette cartouche-là Quand tu sur dis des ça- réformes importantes, tu On vous donne la l'utilises pas réforme 8 des fois retraites sur et 8 donc la réformes planification. importantes Voilà, successives. c'est ça. Tu termines avec des gilets jaunes Avec pour les ronds-points. plaisir. Donc t'as un sujet. Bon. Et on verra vois, on a réforme bien des fait d'en retraites comme discuter. ça, les... Ah ben c'est super, mais j'adore. Mais non, mais c'est même la preuve que... Enfin bon, bref. Il y a là-dessus, si tu veux quand même, des convictions très fortes en chacun d'entre nous, tu vois. Et se dire que par la discussion, tu vas faire émerger Mais non, on n'a pas un dit que la consensus... discussion, on a dit Non, l'association. mais bon, on l'a dit. Voilà. Allons-y. Les retraites, ça va se faire, ça va pas se faire. Comment est-ce que vous voyez les choses? Moi, quand je lis cette phrase-là, l'action est jumelle du rassemblement, du respect, de la considération, que j'entends effectivement Laurent Berger dire il n'y a aucune voie de passage, sur la retraite. En plus, c'est même plus 65-64. Je suis très inquiet. Non, moi je pense qu'il va le faire, enfin il va faire en tout cas une réforme des retraites, ça je le pense, puisque déjà pour les finances publiques, pour des signaux, on doit montrer une réforme qui montre qu'on va se désendetter. Après, je pense qu'elle ne sera pas peut-être aussi forte que la première mouture, c'est-à-dire que ça ne sera peut-être pas 65 ans. Il y aura sûrement des aménagements, tous les régimes spéciaux ne vont pas être supprimés. En tout cas, ce sera peut-être plus light que ce qu'il avait envisagé au tout début. Mais en tout cas, il devra faire une réforme, notamment pour les partenaires européens, que montrer qu'il y a une volonté de se désendetter, qu'il y a une réforme forte, comme les autres pays l'ont déjà fait, que l'on va au moins vers cette tendance. Mais Elle est en effet, essentielle, je pense celle-là. que... Oui, mais tu as vu ce qu'elle te dit, Anne-Sophie, qu'on va au moins vers cette tendance.
T'es pas sur les 4 mois de plus par an à partir de l'année prochaine. Hein. D'accord. Ça, t'y crois pas, Anne-Sophie? Donc moi, je pense honnêtement, l'hypothèse du roi fainéant est très, 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 très forte. Ah oui, elle t'inquiète toi aussi. Ah. Non, mais c'est pas l'hypothèse du roi fainéant. Il faut quand même regarder même les résultats des élections. Vous êtes à un niveau de fracture et de clivage jamais atteint. Quand vous voyez par région, etc. Vous ne pouvez pas faire, maintenant qu'il est président, il est président de tous les Français. Je vous rappelle que les crises sociales ont un coût économique. Donc là, en effet, ça parle à tout le monde. Et que vous ne pouvez pas mettre en force énormément de politique. Vous parlez de Chirac, etc. À l'époque, ces présidents étaient élus au premier tour à au moins 30%. Aujourd'hui, on est à un tel niveau d'étiolage. 19, Chirac. Non, pas quand il a été réélu, mais quand on regarde toute la Ve République, souvent la première base du premier tour, vous avez la droite, la gauche, vous avez une base premier tour plus du premier Chirac, 1990. Qui est beaucoup plus, on va dire, forte et qui correspond à un style idéologique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Fait parce que justement, les politiques n'agissent plus. La seule chose qui me rend alors là, on peut pas du tout. La seule chose qui me rend optimiste, qui me donne une lueur d'espoir sur le fait qu'il y aura quelques réformes significatives qui vont être faites malgré la fracture qu'Anne-Sophie pointe, c'est que c'est un deuxième et dernier mandat. Et tu sais, moi j'ai gardé. Il peut faire 5 ans et après ça va être. Moi j'ai gardé ici. Moi j'ai gardé ici le. Oui, bon. Moi j'ai gardé ici le Sarko qui disait je ferai peut-être qu'un mandat, je terminerai fondamentalement impopulaire, mais je vous promets, je vais faire les réformes. Et puis finalement, il l'a pas fait. Et là, on est dans un cas de réélection réussi, où il a 5 ans devant lui. 5 ans devant lui, peut-être il va se détendre un peu sur une réélection, sa popularité, etc. Et que ça va lui donner le courage d'activer un certain nombre de choses, malgré, en acceptant la popularité correspondante. Il a toujours dit qu'il se projetait sur 10 ans et que de toute façon en 5 ans c'était beaucoup trop court pour les réformes. Donc, moi j'ai pas tellement de crainte. D'ailleurs, on voit un président qui, je pense qu'il est tout à fait conscient que sur les législatives il peut perdre sa victoire et du coup il s'investit comme aucun président. Mais il s'investit pas, il se passe rien. Si. Il peut pas dire qu'il se passe rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, là. Non, il ne se passe rien. On n'a pas de Premier ministre, on n'a pas. Tu peux pas dire retraite, d'accord, il l'a dit. Pour gérer le timing, ça, c'est pour le coup. Il est bon. Tu vas voir qu'il va très très bien gérer son timing avant les législatives. Et il sait très bien. Mais c'est quoi ne rien faire, c'est gérer le timing? C'est pas qu'il ne fait rien, c'est pas parce qu'il n'a pas nommé. Il est surtout en train. Non, il fait rien parce que. Attends, tu peux pas dire d'un côté. Mais attends, Julie, attends, moi je dis il fait pas rien, mais qu'est-ce que tu as en tête quand tu dis il fait pas rien? Non, mais parce qu'il s'implique dans les législatives. Il a peur, en tout cas, il travaille activement pour, avoir une majorité. Avoir des accords. Et se battre contre Mélenchon et l'alliance électorale. La NUPES, là, oui. Qui n'est pas une recomposition pour moi de la vie politique, mais bien une alliance électorale très opportuniste. Oui, c'est ça, oui. Et puis, tu vois, comme il tient sa majorité et son projet, il ne veut pas entendre de majorité plurielle, Emmanuel Macron. Il veut tout le monde aligné derrière son projet. C'est ça qu'il est en train de faire quand même en ce moment. Et comment tout le monde aligné derrière son projet. Ce qui est vraiment un des points pour le coup. Lui, son angoisse, c'est les frondeurs sous Hollande. D'accord. Qui l'ont traumatisé. D'où la guerre contre Édouard Philippe, par exemple. D'où la guerre contre Édouard Philippe. Je tiens de tout le monde. Donc c'est bien ce qui quand même essaie de préparer un mandat sur lequel il dit les gars, maintenant on déroule. Et il n'a pas tellement des députés de la majorité, etc. pas tellement changé son style, malgré ce qu'il dit là. Julie, tu peux pas dire d'un côté, en fait, sur la retraite, au moins, il a été clair, donc on pourrait le faire sans concertation, et sur tout le reste, comme il n'y a pas de clarté de programme, il faut le faire sans concertation, et dire d'un autre côté, il est en train de préparer les législatives activement, puisque pendant cette phase dans laquelle il prépare les législatives, oui, il est sur le terrain à soutenir les députés investis par sa majorité, etc., mais il n'a pas du tout affiné son programme. Il va attendre après les élections pour commencer à sortir du bois sur ce qu'il a vraiment l'intention de faire. Donc on ne peut pas dire qu'on va voter aux législatives avec plus de visibilité sur un projet que ce qu'on a eu dans cette non-campagne que tu dénonçais toi-même tout à l'heure. On est d'accord. Il structure sa majorité. On peut faire les ordonnances 49.3, etc. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il a essayé de faire au tout début quand il a fini la loi travail, quand il y a eu les retraites. Mais voilà les conséquences. Crise sociale, ça ne marche pas si on est empêtré pendant des crises, pendant des mois et des mois pour faire passer les réformes. Donc ce qui fait, comme là il est très faible au premier tour et que c'est complètement divisé 20-20-20 avec un niveau de l'extrême droite qui est énorme, c'est essayer de trouver, je dis pas une coalition en mode Europe du Sud, mais en tout cas d'essayer d'avoir des personnels et un équilibre qui lui permettra de faire passer un maximum de ses réformes en ayant justement des partenaires avec lui. Anne-Sophie, je l'appelle de mes voeux. Ça ferait plaisir pour mon pays. Je pense que le risque qu'il ne se passe rien est très très élevé. Que la concertation aggravera ce risque. Donc, non, mais j'avoue que Julie, l'idée qu'il est en train de construire une majorité commando, quoi, on va dire ça comme ça, voilà.
enfin une majorité bataillon plutôt, parce qu'on espère que ça va être un peu plus important qu'un commando. Oui, mais pour faire quoi? Il ne dit pas encore pourquoi faire. Mais voilà. Pourquoi Ouais, faire après, ou pour les s'assurer? Parce que législatives. tu dis, il a 5 ans, on va se retrouver dans une configuration à l'américaine. C'est-à-dire que dans 2 ans et demi, l'ensemble de ceux qui l'entourent commenceront à penser Ouais, eux. bien sûr. Alors, On aura un midterm qui... 3 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne qui dit ce matin, je crois que c'est dans les Échos que j'ai vu ça, oui, qui dit ce matin dans les Échos. Donc Macron lance l'idée d'une communauté politique européenne. Nouvelle manière d'intégrer rapidement à l'ensemble européen ce qu'il souhaite, et donc il pense à l'Ukraine. J'accueille la créativité de votre président. Il dit « J'accueille la créativité de votre président », dit l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, mais je suis très sceptique. Proposer ce substitut revient à réinventer la roue. Soit on est dans l'Union européenne, soit on est dehors. Donc les Ukrainiens n'en veulent pas de cette communauté politique européenne. Le problème actuellement, c'est qu'en effet, dans le processus, vous avez différents chapitres. Mais les étapes sont très longues. Et puis derrière, en effet, vous devez, il y a énormément de critères, notamment monétaires, que vous devez remplir. Donc c'est vrai que c'est des processus qui sont excessivement longs. Là, bien sûr, il y a une opportunité politique de dire attention, guerre en Ukraine. Donc on peut essayer de rentrer peut-être en ne respectant pas tous ces critères parce que il y a ce péril. Ce que dit Macron, c'est je ne rentre pas dans l'Union. Je crée une espèce de structure nouvelle. Exactement, voilà. Exactement. Pour faire patienter un petit peu devant la porte. Bon, donc ça, c'est vrai que l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ils rentrent pas comme ça parce qu'il n'y a pas de critères qui sont remplis. Par contre, ils sont sous l'influence. Ils sont sous l'influence, et donc par rapport à la Russie, ça donne un signal fort qu'ils sont sous l'influence européenne. Donc ça permet de ménager un petit peu. Moi, je pense qu'en effet, ça pourrait être, en tout cas vu l'état de l'Union européenne, accepté par le plus grand nombre, parce qu'il y a toute une partie des pays qui ne voudra jamais qu'ils rentrent. Donc oui. Par contre, je pense que c'est inacceptable côté ukrainien parce que voilà, ils sont dans la guerre et ils sont dans le parrain. Donc c'est du symbole, mais c'est une diplomatie du symbole, mais ils sont forts les symboles quand même. Très fort. Une sorte de, alors on en parlait d'ailleurs en début de semaine avec Leonidas Kalogeropoulos, une sorte de citoyenneté européenne finalement, et donc l'Union proclame, oui, vous faites partie de la famille, même si on n'habite pas ensemble. C'est pas négatif, parce que c'est vrai qu'on a tout mis sur l'Europe, sur le marché, l'économie, et on n'a jamais construit l'Europe politique. Donc ça peut être aussi de dire... Très, très intéressant. Il faut bien qu'on arrive à stratifier une Europe politique, au moins dans un périmètre restreint, parce qu'on voit bien qu'à 27, c'est quand même compliqué, à 37, je te fais pas un dessin. Il a dit que oui, mais tu le fais autrement, tu vois, à 37, tu le fais autrement. Un côté exponentiel à la complexité, si tu veux, et donc prendre d'autres angles, et revenir sur une communauté d'intérêts politiques, plus que sur un libre marché ou en complément d'un libre marché, me semble très intéressant comme angle, pour recréer finalement une vision européenne un peu rose, un peu intéressante, un peu attractive. Sauf que visiblement, les candidats n'en voudront pas, quoi. Non. Les Ukrainiens n'en veulent pas. Ils sont en guerre, donc c'est vrai que ça paraît un petit peu... Non, mais je pense que ça concerne aussi tous les pays des Balkans aujourd'hui. Oui, parce qu'ils se disent... Les Serbes, ce serait intéressant quand même. Les Serbes, ils sont... c'est très très compliqué en ce moment, la position de la Serbie, donc ce serait très intéressant. Ça peut être très intéressant pour la Finlande, tu vois, comme sas d'entrée. Voilà. Merci les amis, c'était passionnant. On reparlera à planification la prochaine fois. Donc demain, évidemment, Aurélie Planex, et on se retrouve lundi. Lundi, on reparlera d'ailleurs géostratégie, ensemble européen avec Jean-Dominique Giuliani. Et puis, l'économiste Jérôme Matisse qui vient nous voir régulièrement. Il se trouve qu'il a écrit un bouquin absolument passionnant sur le prix de la vie. Je ne sais pas si tu as lu ça, Anne-Sophie. Mais je vais regarder. Oh là 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 là, c'est vraiment. C'est un sujet incroyable. Sauf que, en fait, sa thèse, c'est n'ayons pas peur. Calculons, oui, efficacement le prix de la vie. Ça permettra de prendre des décisions beaucoup plus rationnelles qui, en fait, permettront de sauver des vies. On verra ça ensemble lundi.